Regarde mon amour, c'est vraiment la maison de nos rêves. Oh oui, et j'ai qu'une hâte. Allez la visiter tout de suite. Ah ça a son charme. Oui, c'est le mot. Mais c'est rustique. Bon, allons-y. Camion. Pouet, pouet. Bonjour, c'est Biscotte Pilgrim. Aujourd'hui, je vais vous parler de Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice, premier du nom, est le deuxième film de Tim Burton sorti dans les années 90. À l'époque, le jeune Burton s'impose alors qu'il a été licencié de Disney, dans lequel il souhaitait faire une carrière d'animateur. C'était son rêve, et il a été licencié parce que son style était beaucoup trop bizarre. Ça lui a laissé un espèce de trauma qui va jalonner toute sa filmographie. Et ce qui est intéressant avec la filmographie de Tim Burton, c'est qu'elle va suivre son évolution non seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'artiste. Et c'est ça qui est fascinant, je suis persuadé qu'il y aura un biopic sur Tim Burton un jour ou l'autre. Donc après le premier Beetlejuice, il a eu le phénomène Batman, et pareil, dans les années 90, en fait, tous les films vont être une réponse au précédent, et ça va être une lutte, la filmographie de Burton va être une lutte entre sa vie personnelle, sa volonté de popularité, de succès commercial, d'efficacité auprès des studios, quand même, son rapport aux studios, et sa vie, et son intégrité artistique. La volonté d'imposer sa marque, etc. Je pense que n'importe qui, en tout cas sur le Burton des années 90, tout le monde pourra reconnaître que c'était un artiste où on reconnaît sa patte. Tout le monde dira, ah, c'est du Tim Burton. Ça lui a fait du tort par la suite, mais en tout cas, c'est un artiste avec une aura extrêmement forte. Donc après le premier Batman, il fait Édouard Main d'Argent, qu'il impose comme un auteur. Puis la production en parallèle de L'étrange Noël de Mr. Jack, donc qu'il n'a pas réalisé mais qui a produit, et de Batman le Défi, qui est aussi un authentique chef-d'œuvre, bien que une première dissidence avec un studio, donc avec Warner Bros, parce que le film a fait moitié moins de recettes, mais bon, c'est un chef-d'œuvre, donc allez vous faire. Ensuite, il y a eu Ed Wood, justement, qui était la volonté de Burton de s'imposer comme un auteur respectable, et le film n'a pas marché. Alors, Burton, il a eu une citation très parlante, c'était « J'adore ce film, personne n'est allé le voir ». Donc il y a quand même chez Burton cette quête de visibilité, cette quête de reconnaissance qui va jalonner sa filmographie. À la suite de l'échec d'Ed Wood, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il était sur Superman Lives, avec Kevin Smith au scénario et John Peters à la production. Il y a un documentaire sur ce Superman Lives avec Nicolas Cage dans le rôle titre, et c'est fascinant. Je sais pas ce qu'aurait donné ce film, mais la carrière de Burton, pareil, aurait été totalement différente si ce film avait existé. Si tenté, parce que là, à l'époque, il n'avait fait que des bons films, c'est pas sûr que ce soit, voilà, on aurait peut-être eu une autre direction. Mais bon, qu'à cela ne tienne, à la place de Superman Lives, il a fait Superman Lives ou Superman Lives? Corrigez-moi en commentaire. À la suite de Superman Lives, donc, il a fait Mars Attacks, une espèce d'hommage extrêmement cinéphile au cinéma d'exploitation des années 50, avec cette espèce d'alien, cette espèce d'irrévérence absolument jouissive, ce casting incroyable. Non, Mars Attacks, c'était absolument génial. Il enchaînait les chefs-d'œuvre, c'est ça qui est fascinant chez Burton. Après Mars Attacks, qui a encore une fois été un échec face à Independence Day, et donc qui a dû renforcer un peu ce statut de freaks du côté de chez Burton, il se lance dans Sleepy Hollow, qui en plus parle de ça. Il se réfrène et il essaie justement d'être dans une efficacité tout à fait hollywoodienne et tout à fait
presque Spielbergienne. Il s'efface un peu derrière un film dans le sens où il est plus un technicien brillant, mais un technicien, et il s'efface derrière le film. C'est la première fois qu'il est vraiment qu'il y a une part de réel, de pragmatisme qui est assez nouveau chez lui, et c'est un hommage, en tout cas au cinéma de la Hammer. Sleepy Hollow, c'est absolument génial. Vient le clash. C'est indissociable. Encore une fois, je le répète, c'est pas pour faire du gossip, mais la cinématographie de Burton est indissociable de sa vie personnelle, d'autant qu'il en parle lui-même. Donc c'est ça qui est intéressant. À la suite de Sleepy Hollow, son père décède au moment du tournage de La Planète des Singes, et il rencontre Helena Bonham Carter. Donc il divorce de Lisa Marie, qui était sa femme depuis une dizaine d'années. À partir de là, toute sa filmographie a changé. Il y a vraiment eu un tournant de Burton dans les années 2000. Donc La Planète des Singes, mise à part, hein, parce qu'il a expliqué il se sentait absent sur le tournage. Il a vraiment pas considéré qu'il avait fait le job, et d'ailleurs, on le croit. En voyant le film, on le croit. Donc La Planète des Singes, vraiment, je pense qu'on peut le mettre à part dans sa filmographie, bien que je suis persuadé qu'un Burton très en forme aurait pu faire quelque chose de génial autour de ce film. Mais là, il y a absolument rien de Tim Burton. On dirait que c'est réalisé par quelqu'un de la seconde équipe, et que Burton n'a absolument rien fait dessus, et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Après La Planète des Singes, il fait Big Fish, et Big Fish parle de cette volonté d'intégration au monde, finalement, et de ce rapport entre l'imaginaire et le réel. Et à ce moment-là, il fonde une famille. Il a lui-même un enfant à ce moment-là, et donc Big Fish parle de ça. Et c'est un cinéma refait de neuf. Ce qui est quand même intéressant chez Burton, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la suite de ses films, bon, moi j'aime pas, hein, la plupart, mais c'est que ça suit cette évolution. Il y a quand même une forme d'intégrité artistique, en tout cas d'âme, surtout dans Big Fish, en tout cas c'est évident. Il y a une injection d'âme dedans. Sauf que ceci étant fait, après il y a eu un virage où probablement qu'il s'est peut-être plus occupé de sa vie personnelle, qui a une forme de pacte, en fait, en se disant voilà, maintenant je vais devenir un auteur efficace pour les studios. Donc il fait Charlie et la chocolaterie, qui est son plus gros succès à l'époque, hein, c'est ça qui est intéressant de noter. Il y a une bascule, quoi. Charlie et la chocolaterie et Les Noces funèbres. Les Noces funèbres, c'est pareil, c'est une espèce de redite de L'étrange Noël de Mr. Jack, mais il n'y a pas la magie de Mr. Jack, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la poésie de Mr. Jack, même si, bon, on peut juger le film intéressant, mais c'est un film qui est facilement oubliable, on va dire. Et après ça, il va enchaîner, et il va clairement, littéralement, vendre son âme au studio, avec Alice au Pays des Merveilles, avec des films ni fait ni à faire, comme Dark Shadow, Sweeney Todd, à la limite, c'est une tentative intéressante, on comprend pourquoi il a voulu le faire, mais le film est absolument dégueulasse visuellement, hein, c'est ce qui est quand même un gros problème. Donc voilà, Burton se perd. En fait, Burton se perd, il disparaît, et on perd tout ce qui a fait la Maestra, et tout ce qui fait qu'on a aimé Burton. Il devient une marque. En fait, il devient une marque jusqu'à Dumbo, qui est un premier sursaut, donc produit par Disney. Déjà, donc de tous les live action. Je passe un peu vite sur le reste de sa filmographie. Je pense que c'est pas nécessaire de revenir dessus. C'est plus surtout par rapport à Beetlejuice. Sur Dumbo, il y a déjà cette espèce de prise de distance par rapport à Disney, par rapport à ce que c'est qu'être un artiste. Un artiste, donc avec la référence, c'est le cirque. Comment on fait pour se confronter à des grosses corporations, donc l'espèce de parc qui rappelle Disneyland. Le personnage de Michael Keaton, donc qui est une caricature des patrons de Disney. Il y avait déjà ce supplément d'âme et cette quête qui commençait à rejaillir un peu de chez Burton. Et de tous les live action d'ailleurs, c'est à noter quand même, Dumbo, c'est celui qui a le plus d'identité et le plus intéressant par rapport à vous comparer à toutes les merdes, là, Aladdin, Le Roi Lion, Cendrillon, La Belle et la Bête, des films complètement interchangeables qui ne font qu'imiter les films originaux, mais sans aucune saveur et sans aucune pertinence. Finalement, le Dumbo, c'est celui qui apporte le plus de choses, et on comprend pourquoi Burton l'a fait, quoi. En tout cas, c'est complètement pertinent qu'il l'ait fait. Et ça va revenir. Donc, je dis pas que c'est un bon film, mais encore une fois, on ressent une certaine volonté d'expression chez Burton. On peut revenir sur Big Eyes, qui est complètement un aveu et une tentative aussi de revenir et de refaire Ed Wood. En gros, en partant j'oublie toujours leur nom, mais de ce couple avec cette femme qui dessinait
des portraits aux grands yeux, et le mari qui s'appropriait son nom et qui signait les peintures à son nom. Malgré ce côté un peu cynique, avec cette collaboration avec l'industrie du cinéma, Burton est résolument un artiste. Donc après Dumbo et Big Eyes, notamment ces petits indices, on pouvait espérer qu'en revenant dans son univers, finalement, dans Beetlejuice, Burton retrouve un peu de sa vitalité. Même si la crainte, c'était un peu que, comme tout de suite tardif comme ça, 36 ans après, ce qui est énorme, hein, il n'y ait pas forcément ni de pertinence, ni le besoin, et finalement, voilà, que ce soit juste ravaler son vomi pour espérer refaire du cash. Ou alors se réimposer à nouveau comme un auteur et faire son grand retour, le grand retour de Tim Burton tant attendu, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a été kidnappé par des aliens pendant des années, et que ce serait cool qu'il revienne, parce que c'est un artiste formidable. Est-ce que c'est Beetlejuice signe le grand retour de Tim Burton? Et surtout, est-ce que c'est un bon film? La réponse est oui et non. Non, Beetlejuice n'est pas un bon film. En revanche, il donne encore des indices d'un retour potentiel de Tim Burton. Et oui, je suis un éternel optimiste, mais on va poser sur table tout ce qu'il y a dans ce film, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, pour se dire que Burton peut un jour revenir en se disant, bon allez, on va y aller. But how do I know that you're going to keep your word? I swear on my dead mother's soul. Yes. Mais alors, qu'est-ce qui justifie scénaristiquement cette suite 36 ans plus tard? Que dalle. Le problème, c'est que c'est écrit par Alfred Goose et Miles Millar, avec Seth Graham Smith. Seth Graham Smith, qui est l'auteur d'Orgueil, Préjugés et Zombies. Je connais absolument pas son travail, je crois qu'il a travaillé sur Dark Shadow, et c'était déjà bien de la daube. Et les deux, là, le comparse, c'est les créateurs de Smallville, et c'est des yes men du scénario, en fait. C'est l'équivalent vraiment du degré zéro d'écriture, il y a aucune finesse ou quoi, c'est un peu comme les Akiva Goldsman, c'est des noms qui reviennent, en fait, qui sont, je ne sais pas pourquoi, pour une raison qui m'échappe, hyper hype, hein. Je pense qu'il doit avoir certainement une efficacité sur le rendu des scripts et sur la vitesse d'exécution, mais absolument pas sur la qualité d'écriture. Et c'est clairement pas ce qui était recherché, en tout cas même par Burton. Le problème, c'est qu'il y a énormément de bonnes idées dans ce Beetlejuice. Simplement, elles sont placées là n'importe comment, en fait. Et ce Beetlejuice, c'est un peu Burton qui revient à un plaisir un peu régressif. Et c'est là que j'ai trouvé le film extrêmement intéressant, c'est que c'est un pur film de cinéfilm, un pur film de mise en scène et de sale gosse. En fait, Beetlejuice, c'est vraiment le mec qui arrive avec son univers, avec sa caméra, ses décors, son budget, et il s'amuse à refaire les séquences, en fait, de films qu'il adore. Ça évoque Mario Bava, ça cite directement Mario Bava, donc c'est un pur film de cinéfilm. Le polar, ça brise régulièrement le quatrième mur, avec notamment le personnage de William Dafoe qui incarne un acteur qui est devenu un détective dans le monde des morts. Il y a une imagerie pour un Burton, attention, et ça fait extrêmement plaisir, qui est superbe. Franchement, le film est super beau à regarder, et ça faisait hyper longtemps, parce qu'à la base, un film de Tim Burton, c'est beau. Mais c'était plus le cas depuis depuis Big Fish, hein, je pense, depuis Charlie la chocolaterie et tout. Tous les films de Tim Burton étaient moches. C'est redevenu beau. On retrouve un regard de cinéaste, un regard de plasticien, de graphisme, voilà, Burton, il y a un désir et une vitalité de cinéma dans ce Beetlejuice qui l'emporte. Le problème, c'est que c'est au service de rien, donc au final, c'est un peu chou blanc, quoi. Il y a un côté un peu tarantinesque, en fait, dans l'esprit dans ce film-là, parce que c'est une succession de séquences, d'hommages, un peu vides d'ailleurs. Il y a quand même des thématiques qui viennent certainement de Burton, notamment il y a une réplique, c'est tout sauf Disney, quoi. Donc vraiment il y a un rejet de Disney qui est explicite et cité dans le film, donc ça veut dire quelque chose. Et il y a le personnage de Winona Ryder, justement, qui est devenu une speakerine, en fait, qui exploite son don de voyance des fantômes, etc., mais pour le faire à la télé, pour se vendre au plus grand nombre et pour devenir très riche. Et à un moment donné, elle dit « Ma vie a changé quand j'ai vendu mon diable ». Elle dit un truc approchant. « Ma vie a changé à partir du moment où j'ai vendu mon âme au diable pour faire de l'argent. » Un truc comme ça, pour faire de l'audience. Je sais plus, il y a un truc comme ça. Et c'est un aveu très clair pour moi de Burton.
et une note d'intention très claire. Toutes ces choses-là font que j'arrive pas à détester le film, quand bien même je le trouve d'une vacuité assez extraordinaire. Je pense que c'est un film que je peux revoir parce qu'il y a beaucoup de choses, les choses qui me plaisent dedans, me plaisent vraiment, ça me parle vraiment parce que mine de rien, je ne cache pas mon admiration pour le cinéma originel de Tim Burton et pour les mêmes références que lui en réalité. C'est-à-dire qu'on revient à la source, il y a des hommages évidents au cinéma expressionniste allemand, au docteur Caligari, hein, dans les décors, dans tout ça. Il y a même donc des autorefs avec Danny DeVito qui fait une ref au pingouin. Il y a la fiancée de Frankenstein avec le personnage de Monica Bellucci. Donc tout ça mis bout à bout, c'est quand même des choses super super fortes. Il y a une scène qui se passe qui est en italien, qui est pur hommage à Mario Bava et au Masque du démon par exemple. Donc voilà, c'est un film de cinéphile et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et il y a un côté complètement sale gosse, irrévérencieux, avec des vannes un peu gore dans un film à gros budget comme ça, qui m'ont beaucoup plu, plus que dans Deadpool et Wolverine notamment. En comparaison par exemple, si je dois choisir entre Deadpool et Wolverine et Beetlejuice, même si je dirais pas qu'il y a le même cynisme, parce que Beetlejuice, il y a un desiderata de cinéma, en fait. Même si, en fait, son gros souci, c'est son scénario, hein, c'est qu'il a rien à défendre, il y a rien à bouffer enfin, si, il y a à bouffer, mais il y a rien à défendre parce que le truc n'est pas structuré, quoi. Le film n'est pas structuré, il y a même pas de climax, en fait. Quand le film se termine, t'as même pas capté qu'il y avait eu un climax. Même le personnage de Beetlejuice, il est un peu lisse de Beetlejuice tout court, hein, pardon, il a qu'un seul prénom. Et ben il est un peu lisse dans le film en fait, sa motivation c'est la même que dans le premier et il y a pas vraiment de finalement il est pas forcément si méchant que ça, où il a pas d'évolution ou quoi que ce soit, il y a pas de trajectoire. Un bon scénario, c'est des personnages qui évoluent. Alors certes, c'est une des parties, c'est centré autour de la relation entre Winona Ryder et Jenna Ortega, donc sa fille. Donc c'est un peu ça le centre du film. Mais c'est tellement noyé aussi avec d'autres thématiques, c'est tellement le bordel en fait. Et encore une fois, il y a beaucoup d'idées qui sont bonnes, mais c'est tellement le bordel et c'est tellement pas bien structuré qu'on s'y perd en fait. Et au final, je le prends un peu comme une attraction. En fait, on regarde le truc, les images, franchement, elles sont cool. Il y a des gags qui sont cool, donc je n'arrive pas à détester le film, quand bien même rationnellement, je sais que le film est pas bon. Je me sens quand même content de me dire ah ouais, il y a une vitalité chez Burton qui me fait plaisir. Donc je suis probablement pas du tout objectif, mais ça faisait tellement longtemps que j'espérais un peu revoir, que je voyais un peu des indices de ce retour potentiel de Burton qui n'arrivera peut-être jamais, hein. Attention, à chaque film, je peux me dire la même chose. Mais son prochain film, ce qui me fait dire ça, déjà, il a eu son étoile à Hollywood et je trouve ça super cool, parce que mine de rien, on peut reconnaître quand même que Burton, malgré toutes les daubes qu'il a fait, ça reste un artiste important du XXe siècle en tout cas, hein, même du XXIe, mais en l'occurrence c'est au XXe siècle qu'il a fait ses plus grands films. Donc on va retenir ça. Et son prochain film, c'est La femme à 50 pieds ou un truc comme ça. C'est un hommage, donc pareil, à un film des années 50. Il y avait déjà eu un remake avec Daryl Hannah, je crois. Et c'est écrit par la scénariste et l'auteur du roman, mais la scénariste de Gone Girl, donc de David Fincher. Et pour moi, ça fait montre que peut-être que oui, peut-être qu'il va se mettre d'une volonté en tout cas d'avoir un bon scénario à défendre, et s'il a cette même vitalité de mise en scène, cette même envie d'utiliser par exemple les animatroniques, de pas être trop dans les VFX, mais dans un côté plus plasticien avec des éclairages, franchement le Beetlejuice, les éclairages sont incroyables, c'est vraiment très beau. S'il est vraiment dans cette optique-là, avec cette espèce d'hommage cinéphile, parce que maintenant il a plus rien à prouver finalement Burton, qui rend hommage et qui rend à César, en fait, ce qui est à César, la boucle sera bouclée, en fait, qu'il est dans une approche un peu plus, finalement un peu plus Spielbergienne, on aura peut-être tout gagné. Bref, pour conclure, Beetlejuice est un film en demi-teinte, mais pour moi, j'y retiens quand même une forme de satisfaction d'avoir déjà donc vu un film très beau à regarder et avec un humour qui me plaît et un univers qui me plaît, hein, et surtout la perspective de se dire que voilà, bon, reposons-nous un peu sur Burton. Il a quand même fait suffisamment de chefs-d'œuvre pour compenser les merdes qu'il a fait. Et finalement, rendre hommage un peu à ce cinéaste qui vient d'avoir donc son étoile sur Hollywood Boulevard et qui est un cinéaste que j'aime au plus haut point malgré tout. Donc je suis extrêmement content de le revoir reprendre du plaisir à passer derrière la caméra, ça se sent, c'est évident.
J'attends avec impatience son prochain film. Même s'il s'arrête là-dessus, c'est bon, c'est ok. Il a déjà fait tellement, il y a pas de souci, quoi. On va d'ailleurs insérer une petite citation de Winona Ryder que je trouvais extrêmement touchante et qui résume quand même ce que beaucoup de gens pensent. Hein. Your creative inclusiveness showed me what true artistic collaboration looked like. And in other words, you made being a weird girl not just okay, but something to celebrate and even kind of cool. And you've carried that torch for us weirdos everywhere, making us all feel seen and valued. Congratulations, I love you so much. Voilà. Bon, donc vous avez compris, pour moi c'est longue vie à Tim Burton. Beetlejuice, si vous êtes fan de Tim Burton, vous trouverez certainement beaucoup de choses qui pourront vous aller dedans. En tout cas, moi ça a été mon cas, donc je vous recommande. Bon, après vous attendez pas du génie, hein, le scénario est pas bon, vraiment pas bon, donc bon, sachez-le. Voilà, et faites bien ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé d'ailleurs, hein, s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, s'il y a des gens qui ont trouvé finalement le scénario plus réussi et tout, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Longue vie à Tim Burton, hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, voilà, ça fera plaisir. Et voilà, parlez cinéma, soyez gentils, soyez heureux, faites gaffe à vous, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Bisous. Disparition.